Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture T. Toutes les 2 semaines, on va dans une ville, un territoire de France et on vous fait découvrir le panel le plus large possible de la vie artistique et culturelle. Alors évidemment, on n'allait quand même pas rayer Paris de la carte de France. Alors pour cette première émission parisienne, je vous ai concocté, je vous assure, un menu tout à fait exceptionnel, le sommaire. L'incontournable de ce Culture T à Paris, c'est Oxmo Puccino. Le rappeur de l'époque Time Bomb a une carrière exceptionnelle. Il nous revient avec un nouvel album, Le Roi sans carrosse. Costa Gavras, le réalisateur franco-gréco-français, était à l'affiche il y a quelques semaines avec Capital, notamment interprété par Gad Elmaleh. Il nous raconte cette aventure, mais aussi son engagement politique. Un peu de gastronomie, version 3 étoiles dans cette émission, avec l'Ambroisie et Mathieu Paco, à l'occasion d'un très bel ouvrage aux éditions Glénat. Mais sans plus attendre, je vous propose un édito tout à fait stratosphérique, avec l'un des maîtres absolus de la bande dessinée, Alejandro Jodorowsky. J'ai longtemps étudié la philosophie, les religions, en cherchant la vérité. Mais la vérité, c'est quelque chose d'impossible à obtenir, parce que c'est des mots. Et comment on obtient les mots? Ce qu'on peut obtenir de vrai, ce sont des sentiments. Mais le sommet des sentiments, ce n'est pas la vérité qui est impossible à avoir, c'est la beauté. Et pour moi, c'est ça l'art. L'art, c'est la recherche de la beauté. Et en allant plus loin, si on est dans l'art, la recherche de la beauté de l'art. Quel est le thème de l'art? Par exemple, le thème de la peinture, c'est la peinture. Le thème de la littérature, qu'est-ce que c'est que la littérature? Le thème de la bande dessinée, qu'est-ce que c'est vraiment une bande dessinée? Donc, pour moi, l'art, c'est une relation entre l'être et sa destinée, à quoi il sert, pourquoi il est vivant. Donc c'est une relation avec soi-même. Qu'est-ce que c'est ma beauté? Il doit avoir une beauté. Bon, évidemment, ce n'est pas une beauté physique. Je la voudrais bien, mais ça est resté dans la mémoire. Mais qu'est-ce que c'est ma beauté intérieure? Ça, c'est la recherche. Arriver à la beauté intérieure. Et voilà, c'est pour ça que l'art m'intéresse. Ah mais attends, c'est pas la peine de me regarder comme ça, hein, je te le dis. Hein. Non, mais on en a déjà plusieurs fois. Puis au niveau culturel, je trouve que tu es un peu limité. Voilà, si je te dis Oxmo Puccino, Bombe, rap français, tu connais ou pas? Bon, bah voilà. Donc maintenant, culture générale. Oxmo Puccino, l'un des parrains du rap français, c'est l'incontournable de ce Culture T. Nouvel album, notation jazz, un phrasé toujours aussi fluide, limpide, ciselé. Monsieur Oxmo Puccino. Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche de 100 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Oxmo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Culture T. Alors, tu nous as donné rendez-vous au café Sacha Guitry, qui est à côté du théâtre Édouard VII. C'est des monuments de la culture parisienne, en tout cas, même si beaucoup de Français viennent ici. Alors, j'ai trouvé quelques phrases de Sacha Guitry, dont celle-ci. On peut faire semblant d'être grave, mais on ne peut pas faire semblant D'être léger. et d'avoir de l'esprit. D'avoir de l'esprit. Les mots, les lettres, c'est ce qui vraiment te caractérise, te nourrit au quotidien? Oui, bah, pour moi, c'est juste rendre hommage à la valeur, au pouvoir que représente cette force de pouvoir échanger, de pouvoir distribuer, de partager une idée, de pouvoir faire réagir une foule grâce à quelques mots. Moi, je trouve que
c'est une bonne raison pour y consacrer sa vie. Même aujourd'hui, où tout devient numérique, tout devient immatériel, le mot justement a toujours cette consistance comme de la chair humaine. Ah, plus que jamais. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'écriture démocratique, c'est-à-dire que tout le monde peut donner son avis n'importe comment, n'importe quand aussi, en étant certain que quelqu'un le lira. Et forcément, ça ne peut pas être anodin. Voilà. Il y a forcément une réaction à cela. Et lorsque l'on multiplie ce nombre de réactions par de mots lus, par exemple, sur Internet, eh ben, ça peut donner une certaine idée du bouleversement que l'on subit et que l'on ne comprend pas du tout. Voilà. Donc le mot est plus important que jamais. Alors justement, les mots, j'en ai pris quelques-uns ici ou là, des phrases que tu as pu écrire. Artiste, c'est pas difficile? Artiste, c'est pas difficile, bah, ça prête à réflexion. Voilà, ça prête à réflexion parce que c'est justement le but de l'artiste de donner l'impression que c'est naturel, que ça coule de source, justement, mais c'est jamais sans prendre en compte le travail que ça nécessite parce qu'il y a du travail derrière. Et donc, lorsque je dis artiste, c'est pas difficile, c'est comme une invitation à essayer vous-même. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Hein. Et Oxmo, en quoi le rap peut être épuisant, éreintant? C'est parce qu'il porte en lui tellement une forme de rage qui épuise l'être humain, qui le bouffe de l'intérieur? Non, je pense pas. Je pense pas que le rap soit porteur de toutes les colères de la société, surtout aujourd'hui, parce que aujourd'hui son côté culture de divertissement est assumé totalement, et que je dirais que c'est plus l'énergie que nécessite la perpétuelle recherche de nouveautés, l'énergie du public qui peut être virulente. C'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure avec Marc, avec qui je travaille depuis 10 ans maintenant, c'est que, à part le football, il n'y a pas de preuve d'engouement aussi forte que dans le rap. Et forcément, même si c'est pas toujours négatif, on part d'une chanson, quoi. On part d'une simple chanson qui est faite pour faire plaisir. Donc, je dirais que c'est tout ça. Donc, imaginez quelqu'un qui vient pour faire de la musique et qui se trouve à se justifier de tout ce qui ne va pas dans un courant qui n'a pas encore été compris, alors qu'il vient juste pour faire de la musique. Bah, c'est un peu dans ce cas que je me suis retrouvé quelques fois. Alors Oxmo, Le Roi sans carrosse, cet album, justement, il s'inspire beaucoup à la fois de grammaire française, que tu aimes conjuguer à merveille, de ces poètes français ou écrivains. Pourquoi cet album, il représente quoi? C'est toujours l'aboutissement d'une période qui vient de se dérouler ou de beaucoup plus pour toi? C'est une très bonne question déjà, merci. Bah, pour moi, cet album, c'est un album d'actualité à peinture fraîche pour longtemps, à savoir que, comme je l'ai parlé tout à l'heure, de la vitesse d'évolution de la société, qui fait que les générations sont beaucoup plus éloignées, alors que le nombre d'années reste, même qu'entre deux générations, depuis toute l'histoire de l'homme, et que je pense que nous allons commencer à comprendre les résonances de tout ça dans quelques années. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cet album, c'est de prendre une photographie de la société actuelle, mais avec des filtres qui permettront, grâce à la musique, de l'écouter jusqu'au jour où vous serez touché par ce dont je parle, mais qui peuvent aussi sonner comme un avertissement ou comme une prise de température immédiate. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent aller vite, pensent être en adéquation avec la vitesse, la vitesse à laquelle la société évolue, mais ce n'est pas possible humainement. Ce n'est pas possible humainement. Et donc c'est pour ça que des morceaux comme Un an moins de quart existent, où aujourd'hui on ne s'est même pas rendu compte de la place du père dans la famille. Et donc c'est des sujets qu'on va commencer à traiter avec le temps, la place du numérique dans la vie, la manière dont ça atteint les relations, la situation du couple, la spiritualité à cette heure où le matérialisme est plus virtuel que jamais. Donc c'est des réflexions
être amenés et je les pose tout de suite avec humour et bonne musique, comme des propositions. C'est des sujets de discussion. Alors tu le dis, humour parfois, bonne humeur, mais je ressens quand même dans ton œuvre et dans cet album certaines formes quand même de mélancolie de temps en temps. Peut-être dans ton flow, hein, mais je sais pas, est-ce que les mots forcément saignent de temps en temps ou alors est-ce qu'on peut les décrire autrement pour toi? Ben, pour moi, je suis plutôt dans les mots qui pensent avec un E ou un A après le P. Et donc, plutôt que mélancolie, je préfère parler de ce sentiment qui pour moi a été très bien décrit en portugais, enfin brésilien. C'est la saudade qui est cette atmosphère qui n'est pas traduite en français. J'aime beaucoup ça, découvrir des mots qui traduisent des mots qui n'existent pas dans d'autres langues, qui traduisent quelque chose de très précis. Et donc la saudade, c'est ce sentiment qui pourrait s'apparenter à la mélancolie, mais qui est, disons, la joie de la tristesse, prendre la vie comme elle vient, l'embrasser. Et c'est peut-être parce que je parle de tous les pendants de la vie sans phare, que je les accepte, que je les assume, que ça peut heurter la personne qui veut en faire fi. Et je le comprends très très bien, parce qu'avant de le présenter comme ça, il faut l'avoir digéré, il faut l'avoir vécu. Et que pour m'en rappeler, avant d'en arriver là, c'est pas évident. Donc, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut mieux prendre la comme elle vient parce que c'est plus simple et parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et c'est ce que j'essaye de... C'est ce relativisme que j'essaie de partager à travers mes chansons. La vie est dure, mais elle est bien quand même. Alors il y a un autre morceau qui m'a beaucoup touché, c'est Pam Panam. Oui, c'est beau les déclarations d'amour pour une ville notamment. Souvent on a honte d'être parisien finalement. Parce que, et je sais pas comment tu le ressens, parce que tu traverses aussi toute la France, tu vas faire des concerts partout. Et puis Pam Panam, voilà, Paris, bah ouais, c'est quand même une ville hors norme. Merci de la question, je comprends très bien, ce sentiment de honte dont vous parlez, mais je pense qu'il est dû à une incompréhension. C'est ce que je dis quelquefois avant de chanter ce morceau, c'est que il ne faut pas reprocher à une personne la terre où elle est née, parce que ça ne dépend pas d'elle, et que l'amour qu'elle peut témoigner ne correspond qu'à la manière dont elle a réussi à s'adapter à cet environnement qu'il n'a pas choisi. Et que donc lorsque quelqu'un clame la fierté d'un endroit, c'est juste la manière dont il a réussi à y survivre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis fier d'être parisien, où que je sois. Je n'apporte pas d'arrogance, je n'apporte pas quelque chose de mal, j'apporte moi-même, qui est une personne qui a grandi dans un endroit qu'elle n'a pas choisi, et qu'il faut mieux le prendre comme ça, parce que de toute façon, les inconnus ont toujours quelque chose à vous apprendre. Donc, autant gagner du temps, parce que je pense que tout le monde a assez d'adversaires comme ça. Merci Oxmo. Mais de rien. Son dernier film, Le Capital, dépeint un monde féroce, sauvage. Il dépeint tout simplement l'économie internationale. Costa Gavras est connu dans le monde entier pour son engagement, pour ses colères, pour sa façon de réaliser des films hors pair. Simon Barbary est allé à sa rencontre pour Culture T. All set? Let's go. Your shareholders are fierce. Time for you to start firing people. I'm only chopping the heads. They'll chop yours off. What do I get from the housework? Qui dirige tout ça? La conjoncture. We're panic hunters, Mark. You're most welcome to join the panic. Vous savez, pour faire un film, il faut une histoire. Il faut un personnage ou des personnages, puis une histoire. Et il n'y en a pas beaucoup d'histoires sur tous les sujets. Mais aussi, ce n'est pas un projet chez moi de traiter les totalitarismes, des choses négatives de la société. Et chaque fois, c'est une impulsion, c'est une sorte d'amour pour telle ou telle chose, une indignation qui me pousse pour faire un film. Ça n'est sûrement pas un programme. Indigné, Costa Gavras l'est toujours.
À 80 ans, le réalisateur de Z, de l'aveu ou encore d'Amen a traité durant sa longue carrière toutes sortes de totalitarisme. Dans son dernier long métrage, Le Capital avec Gad Elmaleh, ce sont les effets dévastateurs d'un capitalisme irresponsable qu'il dénonce. C'est un jeu, parfois injuste, un peu cruel, mais un jeu planétaire. Et les gens qui perdent leur emploi, leur vie, pour réussir des actionnaires, ils jouent eux aussi. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au mot dictature. En tout cas, il est vrai qu'il y a un déplacement des pouvoirs. Le pouvoir politique s'affaiblit de plus en plus et le pouvoir économique, l'argent, la finance surtout, prend le pouvoir. Ça, c'est évident. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Il faut que le pouvoir appartienne aux politiques, à ces personnes que nous élisons pour diriger le pays, pour diriger le monde, c'est ça. Sinon, là, ça tournerait à la dictature. Tous les matins, on attend, le marché il est fébrile, le marché il est content ce matin, le machin baisse, monte, et c'est comme s'il y avait un personnage qui a des problèmes. Oh, le problème, c'est nous, c'est pas le marché. Arrivé à Paris au début des années 50, Gavras fuit la Grèce et ses dictatures militaires. Il garde depuis un regard attentif sur la situation économique et politique de son pays natal. Il faut que la Grèce reste dans l'Union européenne, qu'ils font des efforts pour rester en Europe. Parce qu'en dehors, à mon avis, c'est la catastrophe est 10 fois plus grande. Il y a sans doute une augmentation de l'extrême droite. Par contre, je ne dirais pas que les Grecs sont pro-nazis, ceux qui votent. Mais finalement, les gens sont tellement désespérés qu'ils cherchent où aller. Et puis, comme c'est nouveau, les gens aussi sont dégoûtés des anciens partis, que ce soit de droite, que ce soit de gauche, certaines personnes, donc ils vont dans cette direction-là. Mais je ne pense pas que ça va durer, je ne pense pas qu'ils ont une chance d'aller plus loin. Pour obtenir des résultats en politique comme au cinéma, pour le cinéaste, il faut laisser du temps au temps. Depuis plus de 50 ans que je suis ici, aucun gouvernement à ses débuts n'a été attaqué aussi violemment. C'est de la faute de Hollande et de son équipe, ou pas, je n'en sais rien, mais je pense qu'on aurait dû leur laisser un peu d'espace quand même avant de nous attaquer aussi violemment. Mais je ne pense pas aussi que les politiques, comme ils les promettent, et comme on l'entend nous, spectateurs, peuvent faire des miracles du jour au lendemain. Je pense qu'il faut donner le temps à Hollande et à son équipe pour voir dans 1 an, 2 ans, si vraiment il peut changer les choses, ou dans 5 ans, pourquoi pas, puisqu'il est voté pour 5 ans. Il a fallu faire la même chose pour M. Sarkozy. Je pense que c'est ça la cohérence politique. Ce n'est pas dire, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Si c'est pas bon, il faut qu'on les change au bout des 6 mois. C'est absurde. Vous savez faire quoi? Du tout, tant qu'on reste dans la légalité. Et dans l'illégalité? Si la politique est presque toujours présente dans la filmographie de Costa Gavras, pas question pour autant de faire un biopic sur un grand homme d'État. Je ne crois pas aux biographies beaucoup. Enfin, je pense qu'il faut rester dans le conte, quitte à le puiser dans le réel, comme j'ai essayé de faire dans ce film, ou alors inventer des personnages. Si on admire quelqu'un, j'admire beaucoup de Gaulle, moi je pense que c'est des grands hommes politiques, eh bien il faudrait inventer un personnage qui se comporte comme de Gaulle. Et sinon, Costa Gavras, avez-vous déjà été tenté par une carrière politique? Non, sûrement pas. Une carrière politique, sûrement pas. Pour une raison très... Je doute beaucoup sur les idées, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et il faut que je passe beaucoup de temps pour essayer de prendre une décision, pour faire un film, en l'occurrence. Mais un homme politique, c'est tout à fait autre chose. Oui, vous ne plaignez pas, hein. Vous auriez pu passer tous les deux dans la casserole de Mathieu Paco. Mathieu Paco, c'est avec son père Bernard, l'Ambroisie. L'Ambroisie, c'est un restaurant 3 étoiles. Une institution parisienne, française, mondiale. On est allé à la rencontre de Mathieu pour la sortie d'un très beau livre aux éditions Glénat. On va parler évidemment de la gastronomie, mais aussi de la musique. All set? Let's go. La cuisine, déjà, ça représente le partage, l'envie de faire plaisir. Et au-delà de ça, ça représente une manière de s'exprimer. Quand on fait de la cuisine, le but ultime à chaque fois, quand on crée un plat, quand on fait manger aux clients, parce que ça devient quand même un peu répétitif, c'est-à-dire qu'on crée un plat, après on doit le faire pendant 3 mois, donc le temps de la saison, on le fait plusieurs fois. Mais je pense que le but ultime, c'est d'arriver à laisser une émotion, un souvenir à la personne. Et c'est en ça que la cuisine devient artistique et qu'on prend plaisir à faire la cuisine, parce
qu'elle laisse une émotion. Et tout ce qui suscite de l'émotion peut être considéré comme quelque chose d'artistique. Et de savoir que les gens vont penser à notre création des années après, on a l'impression que le travail est fait et qu'on a fait plaisir à cette personne, qu'elle s'en souviendra, qu'on a laissé quelque part une part de souvenirs. Et donc la cuisine, pour moi, c'est ça, c'est laisser un souvenir à la personne. On se considère comme des créateurs. Après, le mot artiste, c'est un vrai débat, parce que art, artisan, artiste, c'est platonien comme débat. Ça fait longtemps qu'on se le pose. Et comment dire que la cuisinier est un artiste? Est-ce que c'est un artiste ou un artisan? Bon, une chose est sûre, c'est un créateur. Moi, je compare souvent le cuisinier à un musicien, parce que un compositeur. On compose les plats, le chef compose les plats, et effectivement, l'équipe, des fois, intervient dans l'interprétation. Mais la composition, elle commence quand on se dit « je vais assembler ce produit-là avec ce produit-là et je vais les mélanger d'une manière harmonieuse pour que cette évidente simplicité devienne quelque chose d'incroyable. » Et finalement, c'est ce qui fait de la cuisine, la cuisine de Lamborghini, c'est ça, c'est que c'est tellement, ça a l'air très simple, ça a l'air évident. C'est un peu comme, je compare toujours, il y a plein de grands pianistes, de grands compositeurs qui ont inventé des gammes. Mais ils ont inventé des nouvelles gammes. Et en fait, quand on l'écoute, ça devient tellement évident, tellement simple, qu'on se dit, mais pourquoi j'ai pas avant? Et finalement, le rôle du cuisinier, oui, on est des chefs d'orchestre, mais avant tout des compositeurs. Et une fois qu'on a composé notre œuvre, effectivement, diriger, parce qu'un service, ça se dirige, parce qu'on a plein de plats à la carte, on a beaucoup de clients qui arrivent d'une manière ordonnée, qui choisissent ce qu'ils veulent. Il faut arriver à trouver le bon roulement, le bon rythme, et c'est en ça que le rôle du chef est très important, parce que c'est lui qui gère le tempo, qui fait marcher la cadence pour que le client ne se rende compte à aucun moment de la difficulté réalisée en cuisine pendant le service. Le livre est important pour moi parce que L'Ambroisie est le plus vieux 3 étoiles parisien. Donc quand on est le plus vieux 3 étoiles parisien, il y a du bon, il y a du moins bon. On a l'impression que ça ne change pas, que ça évolue pas, que ça peut rester un petit peu dans une autre époque, ancré ailleurs. Et c'est pas une vision de l'Ambroisie. Donc quand j'ai fait le livre, je voulais donner ma vision de l'Ambroisie, c'est-à-dire montrer un restaurant contemporain qui évolue, qui se remet sans cesse en question, et de dire que les 3 étoiles ne sont pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qu'on se bat à chaque carte pour conserver, en respectant toujours nos règles, mais en les faisant évoluer. Et non, mais voilà, le livre il est vraiment fait pour montrer que c'est une vision de la cuisine, une vision esthétique de la cuisine, un hommage au père, un hommage à l'Ambroisie, et montrer aux gens que l'Ambroisie aujourd'hui n'a jamais été autant à la mode qu'en ce moment, où les gens ont besoin de vrais repères. C'est désormais votre instant politicard. Une femme, un homme politique face à une œuvre d'art. Cette semaine, Barry Zacharie, la vice-présidente du Sénat, a choisi un livre aux éditions Diane de Cellier, Le Camp des oiseaux. C'est un poème somptueux, un poème perse. C'est un conte initiatique. Un autre oiseau s'avança. Un autre oiseau lui dit « Ô huppe clairvoyante, il me semble qu'ici, sur le chemin du sens, une noble ambition est un atout majeur. Bien que je semble faible et fragile et infime, j'ai en moi la grandeur d'une noble ambition. Je n'ai pas tant de force dans l'obéissance, mais j'ai dans le secret l'aspiration sublime. » La huppe répondit « C'est une noble ambition qui dévoile toute chose et la force magnétique qui agit dans le cœur des amants éternels. Pour quiconque la voit apparaître en son cœur, les désirs sur le champ deviennent réalité. Il suffit d'en avoir une parcelle en soi pour que cette parcelle parcellise le soleil. Elle est le cœur fécond du royaume des mondes et l'aile et la plume de notre âme oiseau.
Alors, j'ai choisi le Cantique des Cantiques, qui vient d'être édité par Diane de Seyers, et traduit par Leili Anvar et illustré par Michael Barry. Alors, ce livre, peut-être en quelques mots, l'histoire de ce très très long poème, qui est de Attar, qui est du XIe siècle. Et c'est un livre de spiritualité, bien évidemment. Hein. C'est la recherche de la communion avec le divin. Le soufisme, qui est désigné là, le soufisme, c'est se perdre en soi pour mieux se retrouver. Et Attar dit, se perdre dans le perdre, tel est mon credo, être dans le non-être, voilà mon credo. Dans un hadith du prophète de l'islam, il est dit, mourrez avant de mourir. Donc, toute cette poésie, cette longue, très longue poésie, il faut mourir à soi pour mieux se retrouver. Et qui se connaît, arrive à connaître le divin. Donc voilà toute l'histoire de ce livre magnifique. J'ai choisi cet ouvrage parce que c'est un ouvrage de spiritualité islamique qui date du XIe siècle et qui a été traduit en prose par un Anglais au XIXe siècle et qui vient d'être traduit en vers, parce qu'il existe en vers, et parce que l'original est en vers, par Leili Anvar qui a fait un travail remarquable. Donc voilà, c'est un ouvrage de tolérance. Et par les temps qui courent, nous en avons besoin. Je voudrais faire passer cette idée que l'islam n'est pas en rupture ni avec le judaïsme, ni avec le christianisme, et qu'il en est le continuum, parce que nous voyons dans cet ouvrage des illustrations qui nous montrent Salomon, Moïse, la Vierge Marie, Jésus, donc tous les prophètes, parce que ce sont tous des prophètes de l'islam. Et ça, on ne le sait pas, on le sait peu. Le deuxième aspect, pourquoi je l'ai choisi, parce qu'il a été traduit par une femme, et qu'en persan, il n'y a pas de genre, et elle traduit, par exemple, elle traduit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui est l'ouverture du Coran, qui est en français au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Elle traduit au nom de Dieu, matrice de clémence et de miséricorde. Donc elle met le féminin et le simorgue, qui est cet oiseau mythique qui s'identifie, qui est le divin dans ce livre, elle le féminise, c'est la simorgue. Et donc c'est aussi un acte politique de féminisme qu'elle a fait dans ce livre, et c'est pour ça que j'aime cet ouvrage et la manière, la perception d'une femme dans cet ouvrage, elle me semblait importante. C'est la fin de votre émission Culture T, spéciale Paris, la première. Tous les rendez-vous, vous les connaissez, je vous les redonne quand même. Facebook, avec mon profil pour toutes les infos au quotidien sur les tournages et tous ces artistes qu'on a la chance de rencontrer. Tous les jeudis matins, ma chronique Coup de cœur bande dessinée dans le quotidien Métro. Et puis je tenais à remercier toutes les équipes de chez Desrolles qui nous ont accueillis ici à Paris pour tourner cette émission. Vous pouvez découvrir d'ailleurs le deuxième tome, les éditions Michel Lafon, qui retrace un peu tout le patrimoine de cette entreprise magnifique. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche de 100 ans. L'impression de faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns pas drôles. À la profonde parole des puits de pétrole. Avant que la fortune soit subite. Tous les génies étaient stupides. Trouver le feu dans la glace qu'on s'y réunisse des fois. Excusez-nous la réussite. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la belle.